Cette exposition vous plonge dans l'histoire de la collégiale de Neuchâtel. Qu'est-ce que c'est qu'une collégiale? Eh bien, c'est une église construite pour des chanoines. Des chanoines qui sont des moines, mais qui sont aussi au service des seigneurs. Et effectivement, cette collégiale est très grande pour l'époque, parce qu'il n'y avait qu'un petit bourg à Neuchâtel, et donc c'est bien une église seigneuriale. Et nous allons parler de son portail, c'est-à-dire de sa porte principale, celle par laquelle le Seigneur entrait, qui arrive directement dans le chœur, et plus particulièrement encore de son tympan, qui est la partie au-dessus du linteau de la porte et sous les voussures, c'est une partie en arc de cercle comme ça. Et donc ce tympan a disparu. Et actuellement, la porte de la collégiale a un chrisme, quelque chose qui a été créé au XIXe siècle, mais il reste un dessin et cette exposition est basée sur ce dessin. C'est un dessin du XVIIe siècle de François Barillet. Et donc cette exposition peut nous permettre, par ce dessin, d'explorer le XIIe siècle, c'est-à-dire le siècle de la fondation de la collégiale, et le XVIIe siècle, qui est le siècle où on a enlevé ce tympan. Le dessin de François Barillet a été retrouvé il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années, dans les archives de l'État. Il avait été découpé d'un petit carnet de notes. Il avait donc été croqué comme ça sur le vif parce que son auteur voulait conserver la mémoire de ce tympan. Et ce qui est important, c'est qu'on connaissait ce dessin depuis de nombreuses années, on en avait beaucoup de copies, mais là, on a vraiment un dessin original, fait sur le vif par quelqu'un qui a vu le tympan. Et donc, c'est très important, c'est un vrai document original qui, en plus, parce qu'il y a une inscription qui est très importante, une inscription, ça nous permet de comprendre ce que veut dire le donateur. Et cette inscription, il l'a relevée avec les abréviations médiévales. Alors que toutes les autres personnes qui avaient copié cette inscription avaient développé une phrase en latin et c'est beaucoup moins précis. Et là, on a un original et cet original est extrêmement important pour l'histoire. François Barillet est connu pour être l'auteur des monuments parlants. Il a relevé toutes les inscriptions des monuments de Neuchâtel et il en a fait un livre, si on veut. Dans cette exposition, on présente ce qui est exceptionnel et que nous venons de redécouvrir. Lionel Bartolini, l'archiviste de l'État, a cherché dans des archives privées et il a redécouvert l'original des monuments parlants signé par François Barillet. Il a pu identifier ce François Barillet parce qu'on a un passe-camarade dans lequel il a mis bien clairement son nom, son origine, et il a de nouveau signé avec la même signature, donc on a vraiment une preuve. Et dans ses archives privées, il a aussi trouvé le brouillon de la première édition des Monuments parlants. Ce qui nous dit que le dessin du tympan, fait par une personne qui est particulièrement intéressée par les inscriptions historiques, est un document tout à fait valable. Ce tympan a été détruit en 1672, disons détruit peut-être, en tout cas démonté, d'une manière mystérieuse en fait, puisqu'on a seulement un arrêté du Conseil général qui dit qu'il faut effacer les images de la grande église, mais on n'a pas les raisons pour lesquelles il faut effacer ces images, ni la manière dont on doit les effacer. Et nous avons recherché dans les carnets de quittances pour savoir qui avait fait cette besogne et on n'a pas trouvé. Donc on ne sait pas exactement ce que ce tympan est devenu. Et donc, vous entendez que je parle beaucoup de recherche.
Effectivement, cette exposition est basée sur nos recherches. Et cette exposition n'est pas quelque chose qu'on présente comme étant tout du acquis, c'est au contraire une exposition où on pose des questions. Les archivistes de la ville et de l'État ont recherché dans les correspondances, dans les carnets de notes, et c'est ce que nous vous présentons dans cette exposition. Ce tympan présente une scène particulière. Elle était sculptée, alors plus ou moins bas ou haut relief, donc vraiment ce qu'on appelait à l'époque en bosse. Et il y a au centre Sainte Marie, et puis de part et d'autre les donateurs. Il y a à sa droite, donc à gauche quand on regarde le tympan, Ulrich de Neuchâtel. On le sait parce qu'on a une bulle papale ici qui nous montre que c'est lui le fondateur. Le pape le nomme Ulrich de Neuchâtel, chevalier fondateur de votre église, et il parle aux chanoines de Neuchâtel. Et à droite, on a Berthe qui offre justement une maquette de l'église à Sainte-Marie. Alors tout ça, c'est assez étonnant parce que normalement, aux portes des églises, c'est le Christ qui est au centre. Et c'est vraiment quelque chose de très nouveau au XIIe siècle qu'on ait Marie à cette place. Ça se passera plus tard, mais ici, c'est assez rare. Encore. C'est en plus un couple de donateurs, là aussi, c'est assez rare. Et c'est la femme qui offre la maquette à Marie. Et donc, tout ça est très particulier. Et le dessin de donateur avec maquette est très connu, il est connu même depuis l'Antiquité, mais c'est souvent des ecclésiastiques, c'est souvent des papes, des empereurs après, plus tard, des laïcs, mais de très haut niveau. Et puis là, ce sont de petits seigneurs, et notamment une femme. Mais ça signifie quelque chose, parce que puisqu'elle offre cette maquette, elle se met elle-même en scène, elle parle en je. Moi, Berthe, s'il te plaît, Marie, regarde, pose tes regards de tendresse sur moi, Berthe, et aussi sur Ulrich, mon mari, qui est en train de fuir l'ennemi. Et donc, elle se pose en donatrice. Et donc, on sait que cette scène était très importante pour elle et pour Ulrich, et certainement pour leur famille. Et ils l'ont posée frontalement sur leur église. Et donc, bien entendu, la première question qu'on se pose en voyant ce tympan, c'est « mais qui est cette Berthe ?» et pourquoi elle se pose comme ça en donatrice. Et c'est une des bases de notre recherche, et malheureusement, c'est une des choses qu'on n'a pas pu découvrir, parce qu'il n'y a aucun indice, si on veut, il n'y a aucun document qui indique qui était Berthe avant d'épouser Ulrich de Neuchâtel, qui est le seigneur. Il était de Neuchâtel et d'Arc-en-Ciel, et il était fils d'Emma de Glane, donc il a toujours été, si on veut, dans cette région des lacs. Mais Berthe, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, c'est un grand point d'interrogation que nous avons posé. Nous avons quelques pistes pour trouver l'identité de Berthe, et on pense qu'elle était d'origine germanique. Pourquoi ? Bien, notre équipe pluridisciplinaire a pu trouver des pistes dans l'histoire de l'art, puisque le portail est de style rhénan, donc du Rhin. Les archéologues du bâti ont montré qu'il y avait les marques de tâcherons, c'est la marque que le tailleur de pierre pose sur la pierre pour être payé à la tâche, avec des noms suisse-allemands, enfin allemands à cette époque, enfin germaniques si on veut. Une dernière chose que nous avons sur Berthe, c'est un témoin de sa pierre tombale, et nous avons une partie de cette pierre tombale qui a pu être identifiée, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau de la recherche par les archivistes, c'est que cette pierre tombale porte une partie d'inscription qui avait été relevée par un des chanoines au XVIe siècle. Et on arrive à être sûr que c'est bien la pierre tombale de Berthe de Neuchâtel.
document préféré dans cette salle, c'est ce parchemin du XIIe siècle. C'est un acte de Rodolphe et c'est magnifique de pouvoir lire Ego Radolphus de Novo Castro, donc moi, Rodolphe de Neuchâtel, seigneur, et mon frère Ulrich. Alors là, après, il règle un problème avec deux abeilles sur des terrains, mais ils disent que sont d'accord avec cet acte leur mère Berthe, leur frère Berthold, qui lui n'est pas seigneur de Neuchâtel puisqu'il est déjà dans l'Église, et ils présentent aussi leurs épouses Gertrude et Comitissa. Et puis ensuite, dans tous ces actes, on a des témoins. C'est intéressant parce que ça signifie qu'à cette époque, les contrats se faisaient de manière orale devant témoins. Ici, c'est daté de l'année de l'incarnation, donc depuis Jésus-Christ. Et puis, la dernière pièce, c'est le sceau d'Ulrich de Neuchâtel, donc le frère de Rodolphe et donc le fils de notre Ulrich, seigneur de Neuchâtel, fondateur de la collégiale. Dans cette salle, on met en évidence le dessin de François Barillet. Il a quelque chose de très particulier, comme il était griffonné dans un carnet de notes. Au verso de ce dessin, il y a la date, 1672, et on est même au mois de mai. On sait que le tympan a été détruit en 1672 et donc Barillet a vu ce tympan et son dessin était certainement un dessin de sauvetage. Maintenant, qu'est-il advenu de ce tympan? C'était de très belles pierres sculptées et on ne trouve rien. On a épluché le carnet de quittance pour essayer de voir qui avait fait cette besogne et à quelle époque ça a été fait. Est-ce que ça a été fait le mois d'après ou tout de suite? Et on n'a rien trouvé. Aucun ouvrier, aucun artisan n'a été payé pour la destruction de ce tympan. Il y avait vraiment une situation insurrectionnelle à cette époque pour des raisons politiques, pour des raisons économiques et aussi quelques bisbilles religieuses. C'est vrai qu'il y a une tension puisque Louis XIV persécute les réformés, mais on est avant la révocation de l'édit de Nantes, donc on n'est pas encore dans un affrontement massif entre les catholiques et les protestants. Une chose est sûre maintenant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un iconoclasme. À cette époque, on était conscient du patrimoine et on s'interroge, est-ce que quelqu'un aurait gardé ces pierres ou au moins vendu ces pierres parce que ça coûtait cher et ça pouvait être vendu pour être réutilisé. Les carnets de notes sont très importants pour cette exposition puisque nous y avons trouvé beaucoup d'indices. Ici, c'est le carnet de notes du pasteur de Cornau. Nous en avons fait un fac-similé et on y découvre des éléments extraordinaires, quelques anecdotes sur les princes de Neuchâtel et sur la vie de Cornau et aussi, par exemple, cette comète de 1664, c'est la comète de 1664 que le pasteur dessine dans son carnet de notes. Donc on est embêté, on n'a que cette date et pour trouver ce qui s'est passé en 1672, on a été obligé de chercher donc les historiens, les archivistes dans les collections privées et finalement c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais d'un autre côté c'est extrêmement riche puisque on lit une époque depuis l'intérieur.